Salut Samir. Salut Julien. Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast La Systémique du Bonheur. On te vient avec un tout nouveau sujet. Samir, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on va te parler d'alignement et de performance et te partager des clés du succès qui pourraient être durables, qui pourraient te permettre de changer pas mal de choses. Tout à fait. Alors, pour peut-être introduire ce sujet et te donner un peu l'ambiance de ce qui va se passer, j'ai une question pour toi. Pourquoi certains réussissent malgré l'incertitude et d'autres échouent ? Et ça, c'est vraiment le point sur lequel on va se concentrer aujourd'hui et on va donner des astuces et des clés pour justement avancer dans la meilleure direction possible. Alors Samir, le Exactement. premier point sur lequel on pourrait venir, c'est cette question d'incertitude et d'adaptation. Qu'est-ce que tu aurais à nous dire là-dessus, Samir ? En fait, juste que l'adaptabilité ou l'adaptation, c'est quelque chose qui fait partie de l'essence même de l'être humain. De tout temps, on s'est adapté. On s'est adapté pour en arriver là aujourd'hui. Et juste de comprendre qu'en fait, on ne contrôle pas ce qui se passe à l'extérieur. Ce qui se passe dans le monde, la politique, l'environnement, tout ça, c'est hors de notre contrôle. D'accord ? Tout à fait. Mais nous, en tant qu'êtres humains, on est comme des navigateurs ou des marins et on doit s'adapter à ces choses qui nous entourent, à ces choses qui nous dépassent. Donc, on est là, en fonction du temps, on va prendre des décisions pour essayer de redresser la barre ou en fonction aussi de comment la mer est secouée ou pas. Donc, juste Tout à de fait. comprendre que l'avenir est incertain et c'est tout à fait normal, mais que nous, on peut s'adapter intelligemment. Et ça, on a pu le voir récemment avec la crise du Covid, où il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas su s'adapter avec cette crise-là. On a vécu pendant très longtemps, on n'a pas eu de pandémie, d'accord ? Je crois que la dernière, c'était en Espagne, mais ça faisait déjà très longtemps. Moi, j'étais peut-être même pas né. Et en fait, là, au bout de plusieurs années, sans pandémie, sans toutes ces choses-là, paf, il y a quelque chose qui tombe de nulle part. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées dans Tout le à fait. déni. C'était non, ça n'existe pas, c'est faux, on est en train de raconter des bêtises. Peu importe ce que chacun pense, d'accord ? Mais il y a des personnes, en fait, qui ne pouvaient pas admettre ou comprendre qu'une pandémie, c'est tout à fait normal et ça fait partie même de l'histoire même de l'humain, d'accord ? Oui, parce Ça a qu'il n'y en a pas eu toujours qu'une seule, là, existé. ça a toujours existé. Ouais, tout à fait. C'est ça. Mais il y a des personnes, pour eux, ça ne pouvait pas parce que, en fait, on a été habitué à vivre dans un certain confort pendant des années. Et en fait, dès qu'il y a quelque chose qui est venu chambouler ce confort-là, directement, c'est faux. On n'a pas su, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas su s'adapter. Et c'est pareil avec ce qui est en train de se passer là en ce moment. On voit très bien que ça part un peu en cacahuète en ce moment, que ce soit l'environnement, que ce soit les guerres, que ce soit la politique avec la montée des extrêmes, etc. Ce qui fait que ça alimente toutes ces incertitudes-là. Et on a tout intérêt à apprendre de ce qui s'est passé il y a quelques années et à s'adapter intelligemment à ce qui va arriver. Sinon, malheureusement, on va être les premiers à partir. Sans être, Julien, pessimiste et Oh là là, voilà, Samir, vouloir c'est la angoisser fin les du gens. monde. Je suis Non, effectivement. c'est ça, je suis désagréable. mais c'est vrai, Vraiment. tu as intérêt à t'adapter si. Alors justement, sur cette question d'adaptabilité, il y a plusieurs points qui sont à prendre en compte. Et vraiment ici, ce qui peut-être est intéressant de noter et de nommer, c'est que finalement, dans plein de situations de crise, en fait, il y a des gens qui ont réussi à justement sortir leur épingle du jeu et vraiment faire une très 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 nette différence, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans la santé, que ce soit dans les finances, que ce soit dans n'importe quel domaine, où finalement, on est vraiment en droit de se demander, est-ce que c'est un coup de bol finalement que les gens ont parce qu'à un moment donné, il y a une crise quelconque et les gens profitent et ont un coup de génie à ce moment-là, ils ont vraiment un coup de bol en disant tiens, on va faire ça, puis ça va bien marcher, tant mieux. Ou alors, est-ce que on est vraiment sur un pattern en fait qu'on peut reproduire et un mode de fonctionnement qu'on peut utiliser pour justement aller dans une meilleure direction. Et donc pour ça, il y a une étude qui est super pertinente justement à ce propos. C'est l'étude de Kahneman et Tversky de 1979 qu'on appelle la théorie des perspectives. Alors, laisse-moi te donner en fait quelques infos sur cette théorie des perspectives. En gros, ce qu'elle analyse, c'est de parler du comportement qu'on va avoir, et c'est surtout un comportement lié à l'économie, où en fait, on a étudié la manière qu'avaient certaines personnes de prendre des décisions face à des situations de risque et d'incertitude.
C'est important de comprendre qu'on n'a pas tous le même rapport au risque. Il y en a qui ont un confort très avancé, parfois même trop avancé par rapport au risque, ce qui les pousse à prendre des décisions et à faire des choix qui peuvent être dangereux. Et il y en a d'autres qui ont une aversion au risque particulièrement prononcée. Et là, ces personnes-là, elles ont besoin de prendre des décisions avec beaucoup plus de certitude et elles sont moins enclins à justement progresser en situation de crise. Parce que la situation de crise fait que tu es déjà dans un risque de perte qui est beaucoup plus important puisqu'il y a ce manque de stabilité et du coup beaucoup moins enclin à prendre des risques. Donc qu'est-ce que cette théorie nous explique? C'est que il y a une aversion à la perte qui existe. Cette aversion à la perte, c'est 100% ok de l'avoir, c'est une bonne chose aussi de l'avoir dans une certaine mesure, à partir du moment où l'aversion à la perte ne supplante pas en fait ta possibilité de t'engager dans des directions qui seront peut-être un peu moins sécuritaires que d'autres sujets, mais qui te permettront malgré tout d'avoir des super résultats, d'avoir des super performances. Alors comme on le dit, il y a que ceux qui jouent qui ont une chance de gagner, 100% des gagnants du loto ont joué au loto, de toute façon. Donc tu prends le risque de perdre pour pouvoir gagner. Et ça, c'est applicable dans l'entrepreneuriat où finalement, on voit cette récurrence quand il y a des entrepreneurs ou des entrepreneuses qui ont une aversion à la perte, ils ont tendance à prendre des décisions qui sont très sécurisantes, très mesurées, ils prennent peu de risques et bien souvent, c'est ce qui coûte le développement de leur activité et le déploiement de tout ce qu'ils pourraient mettre en place. À l'inverse, il y en a qui prennent énormément de risques, qui se plantent et puis c'est fini, passe à autre chose. Donc, c'est important de voir qu'il faut pas aller dans les deux extrêmes, mais se trouver en fait un équilibre pour pas avoir une aversion du risque qui est beaucoup trop importante, mais pas non plus être dans la recherche de risques pour éviter justement qu'il se passe des trucs qu'on aurait pu largement éviter. Donc pour ça, il y a un élément qui a été mis en avant, c'est le point de référence. En fait, quel est le point de référence que tu utilises pour réfléchir à une situation? Ce point de référence-là, c'est soit tu mets ton focus sur l'état actuel des choses, et donc, non, on a une vie qui est bien cadrée, on n'a pas eu d'épidémie depuis des siècles, c'est pas normal qu'on en ait une aujourd'hui, c'est quoi ça? Ils ont pas mis les services en place, ils ont pas mis les mesures nécessaires, ils ont pris des mauvaises décisions. Bref, on met un point de référence sur, ok, en fait, il y avait une situation qui existait, elle était confortable, pourquoi est-ce qu'on décide de la changer? Pourquoi est-ce qu'on décide de bouger ça, puisqu'on a déjà ça? Pourquoi est-ce qu'on irait ailleurs? Pourquoi est-ce qu'on irait chercher autre chose? Et cet état de focus, ce point de référence qu'on prend, il n'est pas forcément bon. Parce que c'est pas en regardant là où tu es et ce que tu as déjà entre les mains que tu vas pouvoir sauter par-dessus le fossé et puis passer de l'autre côté et aller chercher d'autres résultats. Donc il y a un autre focus qui peut être intéressant, c'est de se dire, je mets le focus sur l'objectif fixé. Et ça, par exemple, c'est ce qu'on fait dans nos process de coaching. C'est-à-dire que on ne focus jamais sur le problème, on focus sur les objectifs et sur les résultats qu'on a envie d'obtenir. De ce fait, quand on va prendre des risques, quand on prend des décisions, quand on fait des choix qui sont un petit peu challengeants, on le fait en fonction des objectifs et on ne le fait pas en fonction des problèmes qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et du coup, la dynamique et la pensée qu'il y a derrière est pas du tout la même. On n'est pas dans un mindset qui est fermé, on est en fait dans un mindset qui va nous ouvrir des possibilités, qui va nous ouvrir des choix différents, des stratégies différentes qui vont à chaque fois augmenter nos chances au final d'obtenir ce qu'on veut. Et je vais terminer là-dessus, comme ça après je te laisse la suite Samir, c'est que tout ça, ce que ça nous explique, c'est qu'il y a deux choses qui sont importantes. La première, c'est de bien gérer ton système émotionnel et de bien comprendre où est-ce qu'il faut que tu mettes ton focus et de systématiser ton positionnement de focus pour justement t'aider à changer ton rapport aux décisions, aux choix et à la prise de risque parce que tu prendras les bons éléments en référence, déjà premièrement. Et la deuxième chose qui va être importante aussi, c'est de mettre en place, et là tu as plein de façons de faire, tu peux te créer un processus, tu peux t'appuyer sur des systèmes, tu peux t'appuyer sur des stratégies que tu apprendrais à mettre en place, c'est systématiser ton mode de prise de décision. Parce que
on s'en rend pas compte, mais des décisions, on en prend des milliers tous les jours. Et des décisions, on les prend à chaque seconde. Est-ce que je vais là? Est-ce que je commence par ça? Est-ce que je réponds au téléphone? Est-ce que j'envoie un texto? Est-ce que je vais faire des courses? Est-ce que je mange ça? Comment je m'habille? Est-ce que je me brosse les dents maintenant ou je le fais dans 5 minutes et je termine un truc avant? Des décisions, on en prend en permanence. Et c'est tellement un mécanisme automatique que on se rend pas compte, en fait, que les automatismes qui sont en place ne nous servent pas toujours. Donc c'est pour ça que je voulais venir sur ce point-là et partager ça aujourd'hui sur ce point d'incertitude et d'adaptation. C'est que si tu travailles ton process de prise de décision, que tu fais en sorte de le modéliser, comme on l'apprend par exemple à nos étudiants pour qu'ils le fassent aussi avec leur coaché, justement, dans leur travail, si tu modélises ton process de décision et que tu comprends comment il faut que tu t'y prennes et que tu fasses pour prendre de bonnes décisions, même en situation de crise, même en situation plus compliquée, et ben là, ça va te permettre en fait de te démarquer du reste du monde parce que tu garderas entre les mains ton pouvoir et tu seras capable, même en situation de crise, de prendre des décisions qui sont pertinentes et adaptées aux résultats que tu as envie d'obtenir. Ouais. Ouais, bah d'ailleurs, tu vois, si tu prends juste le métier de pilote d'avion ou même les astronautes, hein, ils sont formés à ça, justement. Ils sont formés à comment faire justement pour gérer aussi les émotions dans ces moments-là, parce que les émotions, comme tu l'as dit, sont liées aux prises de décision. Et ils sont entraînés justement à prendre des décisions rapidement. Parce que tu comprends bien que bah, si tu es, j'allais dire, aux manettes d'un avion de chasse qui peut aller très 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 vite là, bah, en fait, chaque seconde compte pour prendre une bonne décision. Et c'est pareil, quand tu es un astronaute, tu dois vraiment faire attention à tout ce qui est en train de se passer devant toi. S'il y a des informations qui sont pertinentes, si sur le tableau de bord, tu vois un truc qui clignote, il faut que tu le fasses tout de suite. Et si tu commences à te laisser embarquer par tes émotions, bah, c'est foutu, en fait. Tu mets en danger tout le monde. Donc vraiment, c'est vrai que ça, c'est un point qui est hyper important et ça va être, quoi qu'il arrive, un point central. Et justement, Samir, tu vois, quand tu parlais de ça, il y a un truc qui me revient concernant justement les avions, par exemple. Quand tu as un problème, tu as un manuel en fait auquel tu vas te référer pour prendre des décisions. Tu vas pas gérer l'état de crise tout de suite comme ça en fonction de ce qui te T'as vient. un protocole. Tu vas Ouais. prendre ton manuel, tu vas suivre ton protocole parce que bah on sait que les accidents malheureusement dans ce genre de véhicule, mais pas que, tous les autres aussi, hein, ça compte. C'est souvent des erreurs humaines qui amènent justement le problème. Et d'avoir processisé et d'avoir mis en place justement un ordre de on regarde ça, on fait ça, on vérifie ça, on se questionne là-dessus, on ceci, on cela, ben ça permet de cadrer les prises de décision et d'éviter les prises de risques inutiles et d'amener à faire les bonnes prises de risques justement pour aller pour la suite. Donc c'est là où c'est vraiment important de comprendre que pour pouvoir maximiser nos chances de réussite, quel que soit le domaine, on doit prendre en charge nos process de décision et on avait fait un podcast justement sur la prise de décision déjà. Ouais. Je sais pas si c'est dans ce podcast qu'on avait parlé aussi du cas des hôpitaux, en fait, où un jour, je crois que c'était les infirmiers ou le personnel en fait qui est arrivé voir les spécialistes en leur disant bah écoutez, à partir de maintenant, on va mettre en place un protocole justement de tout ce qu'il y a à faire et tout ce qu'il faut checker en fait quand une personne se fait opérer. Et en fait, il y a des spécialistes qui étaient pas contents de dire, mais en fait, vous nous faites pas confiance. Mais en fait, le truc, c'est que ça permettait justement d'éviter certaines infections. Alors, je sais, je le raconte comme ça, peut-être que c'est un peu différent, mais dans les grandes lignes, c'était ça l'histoire. C'est que, en fait, il y a des personnes qui se sont rendues compte qu'ils commençaient à avoir de plus en plus d'infections dans l'hôpital. Et en fait, ils ont dit, bah, on va faire un protocole pour être sûr et certain qu'en fait, du début jusqu'à la fin, on a tout checké, toutes les boxes ont été checkées, et comme ça, on sait d'où ça vient. Bah, s'il y a un problème, on sait d'où ça vient. Et dans tous les cas, ça évitera qu'il y ait ce souci-là. Voilà, comme les pilotes d'avion, ils ont tous des protocoles. Et ça, c'est quelque chose qui peut être important aussi pour nous-mêmes, en fait. Parfois tu sais, je le fais pas assez, Julien, mais parfois peut-être d'avoir un protocole à côté sur certaines tâches, sur certains trucs qui peuvent être en lien avec des décisions importantes, de dire, OK, j'ai mon protocole à côté, je sais exactement par quoi je dois passer. Notamment avec tout ce qui est en rapport avec l'administration, Julien. On fait une phobie de l'administration tous les deux. En fait, moi, si j'ai pas de protocole, je passerai pas à l'action. Je le dis clairement, je vais rester là, tourner en rond et me dire que c'est pas grave. En fait,
au bout d'un moment, je suis obligé de faire un protocole. Parfois, ça me prend du temps, tu sais, de me dire, bah vas-y, allume, c'est bon, fais ton protocole et puis arrête, parce que je procrastine. Mais en fait, tant que j'ai pas mon protocole, bah je peux Mais pas c'est passer à ça. l'action parce que j'ai pas les étapes, tu vois. Oui, et puis Ouais, l'avantage, c'est que quand tu as de la clarté sur les étapes que tu dois suivre et les choses que tu dois en fait décider ou ce qui doit te permettre de décider, bah c'est que tu sois confortable ou pas confortable, au moins tu as une action concrète à poser c'est et tu ça, sais c'est ce que ça. tu as à faire. Et Ouais, donc il y a plus lieu d'avoir le mental en fait qui se mêle du process, et à ce moment-là, c'est plus ton mental qui décide. C'est plus tes émotions qui décident. Et si tes émotions vont dans le sens de ce que ton protocole t'indique de faire, bah, tant mieux, c'est super, t'es aligné. Si tes émotions sont en résistance, bah, ton protocole, tu sais que tu l'as placé pour une bonne raison, tu sais que tu l'as mis en place pour favoriser les prises de décision. Et dans ce cas-là, bah, tu appliques ton protocole au risque sinon, bah, de te retrouver avec d'autres problèmes à résoudre parce qu'en fait, t'as bypassé parce que c'était pas confortable. Donc, faut vraiment être vigilant, même si tu as une stratégie ou un protocole qui est en place, il reste quand même la gestion des émotions, puis ça, c'est super important. ouais. Et puis après, bah, tu sais, je sais pas pourquoi, je pensais aux perfectionnistes qui se diraient, moi, je passe pas à l'action tant que j'ai pas un protocole parfait, parce que tant qu'il est pas parfait, je suis anxieux. Je pense Mhm. à ça, je pense aux perfectionnistes, je sais pas pourquoi. Ben, Il vaut on mieux avoir un évite ce protocole qui n'est côté-là pas aussi. parfait, c'est ça. Exactement. Au moins, tu passes à l'action et s'il y a des trucs qui vont pas, tu peaufines sur le chemin que de ne pas en avoir du tout. Voilà, c'est juste ça. Donc peut-être qu'on va passer au point numéro 2 où là, Mhm. on va parler de l'état d'esprit du succès. En fait, l'état d'esprit du succès, il y a deux éléments. Il y a la persévérance et un but noble. Si tu es quelqu'un de persévérant et qu'en plus tu as un but noble, un but à accomplir, quelque chose qui est important pour toi, qui te drive, bah en Mhm. fait ça peut transformer ta perception de la vie. Et d'ailleurs, il y avait un phénomène dont tu m'avais parlé, Julien, c'est le phénomène de l'antidépresseur et du dépassement de soi. Et en fait, Oui. ceux qui ont un but supérieur à eux-mêmes, quelque chose qui les transcende, qui les dépasse, mais en fait, ils ressentent moins d'anxiété et de dépression. Et surtout, ils ont une capacité de rebondir beaucoup plus rapidement. Complètement. Je peux parler de mon cas, par exemple. Alors, moi, effectivement, je vais parler comme ça, mais en tant que croyant, en tant que je crois qu'effectivement, il y a un être supérieur qui est à l'origine de tout et que Mhm. moi, en tant qu'être humain, j'ai un but sur cette terre. Je veux dire, je Mhm. suis pas né en vain. Je suis pas né juste comme ça pour prendre et puis m'en aller. Non. En fait, j'ai un objectif à concrétiser. J'ai quelque chose à faire pour l'humanité, pour faire en Mhm. sorte, c'est pour ajouter une pierre à l'édifice, tout comme d'autres personnes l'ont fait avant moi. Et en Tout à fait. fait, bah, c'est ce qui me permet, en tout cas au quotidien, quand je vis quelque chose de difficile, quand je traverse des périodes de doute, on en traverse Mhm. toutes et tous, mais en fait de me dire, bah, ok, maintenant je me ressaisis et j'avance. Et aussi de placer cette confiance en cet être suprême, cet être qui me dépasse, parce Mhm. que maintenant que je suis là, bah en fait c'est pas fini. J'ai encore le temps de pouvoir poser des actions, le temps de pouvoir accomplir des choses positives pour bah, être dans cette continuité là. Donc Tout à fait. voilà, ça c'est un des exemples que je donne. Avoir un but, avoir quelque chose qui nous transcende, c'est quelque chose qui peut nous permettre justement d'évoluer, de pouvoir rebondir et de pouvoir avancer de la meilleure des manières. Ouais, complètement. Bah, ça, c'est aussi un point qui va, de toute façon, nous aider dans plein de situations différentes. Tu sais, il y a effectivement, de manière générale, comment est-ce que ça te guide au quotidien, qu'est-ce que ça va Mm. amener. Mais tout ça, si tu veux, c'est aussi des points communs, et c'est ça qu'on essaye de mettre à jour à travers ce podcast. C'est que les personnes qui réussissent, les personnes qui ont des résultats qui sortent de l'ordinaire, Ouais. ben, c'est parce que, en fait, il y a quelque chose qui les dépasse. Il y a un but qui est plus grand. Il y a un but qui est plus important. Il y a comme une raison plus importante que simplement gagner quelque chose, faire du fric, euh, obtenir quelque chose de la vie. Il y a une mission, en fait, qui est plus importante. Et ça, je pense que c'est aussi une problématique euh, qu'on observe assez facilement. De toute façon, dans nos sociétés occidentales modernes, c'est qu'il y a cette perte de sens, il y a cette Ouais. perte de je me rattache à plus grand, parce que, tu sais, ne serait-ce que de voir certains business qui fleurissent aujourd'hui, où il y a des gens qui s'engagent sur des voies qui sont somme toute peu recommandables, peu Ah recommandées oui. Ouais. et très Je peu vois de quoi on peut parler.
éthique et respectueuse même de sa propre identité. Sa Et propre personne, ouais. le truc, c'est que si on en arrive à ça, c'est parce qu'on en arrive à, quelque part, tous les moyens sont bons, tant qu'on reste à peu près dans les clous, tous les moyens sont bons pour obtenir ce qu'on veut, obtenir le résultat qu'on veut. Et que finalement, il manque cet élément, en fait, auquel on pourrait se rattacher. Et le truc, et bien sûr, je leur souhaite pas, mais si demain, ils venaient à plus pouvoir générer justement des revenus à travers des activités qui sont accessibles, mais pas très morales ou pas très éthiques, qu'est-ce qui se passe pour eux? Est-ce qu'ils vont avoir la capacité de pouvoir s'adapter, de faire autre chose, de vivre autrement, de revoir en fait leur carte du monde? Est-ce qu'ils vont avoir de quoi se rattacher? Parce que quand tu as une crise existentielle, quand tu as une crise de vie, quand tu as quelque chose d'important dans ta vie, la dynamique est toujours pareille. C'est pas parce que tu as 3 milliards sur ton compte en banque que tu vas être plus heureux et que tu vas te sentir bien. Et je suis pas en train de dire faut pas avoir d'argent parce que de toute façon ça sert à rien, pas du tout. Ayez le plus de fric que vous pouvez possible. D'accord? Vraiment gagner le plus d'argent que vous pouvez parce que ça va vous donner de la liberté, ça va vous donner le pouvoir d'agir sur ce que vous voulez, ça va vous donner du choix. Ça va vous permettre d'aider les gens qui sont autour de vous. Donc, il y a rien de mauvais dans ça. Mais quand c'est la seule chose finalement qui est ton cadre de référence, qui est ton pilier, de te dire de toute façon je m'en fous, moi je peux me débrouiller tout seul. On en voit passer beaucoup maintenant, des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, mais beaucoup des jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, qui font des chiffres astronomiques d'argent qu'ils génèrent avec ce qu'ils peuvent produire, et tant mieux pour eux, c'est très bien, ils font de l'argent, c'est super. Et souvent le discours qui revient derrière, c'est de dire moi je m'en fous, avec tout l'argent que je fais, j'ai besoin de personne, je suis autonome. S'il y a un problème demain, je pourrais le résoudre. Ouais, si tu as un problème demain qui concerne que le levier financier, c'est un élément qui va t'aider à résoudre ton problème, bien sûr que t'es tranquille. Mais ça va être dur si jamais il se passe quelque chose où t'as besoin de te rattacher à un élément qui est plus important que toi, qui est plus grand que toi. Ça peut être de la spiritualité, ça peut être de la religion, ça peut être une cause, ça peut être tout un tas de choses. Et du coup, c'est là où finalement, on peut revenir sur Viktor Frankl, qui est un grand homme et un grand philosophe, et puis aussi un grand professionnel de la relation d'aide. Mais Viktor Frankl, dans son livre qu'il appelle L'homme à la recherche du sens, de 1946 pour sa première édition, en fait, c'est vraiment de vraiment comprendre que dans une situation de crise, quelle qu'elle soit, ce qui va aussi déterminer qu'une personne va réussir à progresser, va réussir à tirer son épingle du jeu, va réussir à obtenir des résultats que d'autres vont jalouser par la suite, c'est parce qu'il y a quelque chose de plus grand. On est rattaché à quelque chose de plus grand. On est rattaché à un pourquoi. Et ce pourquoi-là, si toi qui nous écoutes, t'en as pas un qui est suffisamment précis, qui est suffisamment clair, prends le temps de travailler là-dessus. Surtout en ce moment. Surtout dans la période qu'on est en train de traverser. On ne sait pas si demain il y a tout qui va péter ou pas. On ne sait pas si demain l'ordre mondial va s'effondrer et on va tous se taper sur la gueule. On n'en sait rien du tout. Et je le souhaite pas, bien évidemment. Je souhaite pas qu'on aille dans cette direction-là. Je pense qu'il y a d'autres chemins qu'on peut emprunter qui seraient beaucoup plus pertinents que de se balancer des bombes sur la tronche. Mais on ne sait pas ce qui va se passer. Mais ceci étant dit, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on est dans cette incertitude, parce qu'on est à la merci de gens qui vont prendre des décisions pour nous, qui vont très certainement essayer de prendre des décisions qui vont être les plus justes possibles, en fonction de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils croient, de ce qu'ils estiment être le plus juste. Mais en attendant, on ne peut pas juste rester des pauvres petites choses, attendre que est-ce qu'ils vont se calmer et ils vont trouver un terrain d'entente, est-ce qu'on va se faire péter la groseille, on ne sait pas. Mais en attendant, trouve-toi un pourquoi. Un pourquoi qui va t'aider à passer à travers. Un pourquoi qui va t'aider à prendre des meilleures décisions, à faire des meilleurs choix, à t'engager et à prendre ta place dans un tout, dans un ensemble, à plus ou moins grande échelle, qui répondra à quelque chose de plus important que juste toi, que juste ta personne. Et ça, c'est un pilier qui est tellement important pour pouvoir avancer et progresser en temps de crise,
Parce que c'est facile de progresser quand tout va bien. C'est quand il n'y a pas de Bah oui. crise, que ça roule, l'économie va bien, la santé va bien, la famille va bien, les Mais amours par va bien. contre, Tu sais. c'est, Quand t'as le tapis rouge là qui est déroulé, c'est cool, c'est ouais, bien, ouais. mais J'allais te dire, c'est pas ça. ouais, j'allais dire, mais par contre, excuse-moi, hein, c'était spontané, je t'ai un peu Ben coupé, non, mais vas-y, mais au contraire, au j'allais contraire. dire, mais par contre, en fait, c'est pendant les périodes de crise que les gens se démarquent réellement. Tu vois, quand Mhm, tout va bien, ok, peut-être que ça roule pour toi, que tout fonctionne bien, c'est très bien. T'es sur une perspective d'évolution, ça va très bien. Mais pendant les périodes de crise, c'est là où il y a vraiment une démarcation qui se fait, et c'est là où tu peux prendre vraiment, tu peux avoir un boulevard en fait entre toi et les autres, parce que tout à fait. toi, tu as eu cette capacité, en fait, justement, d'avancer, de t'adapter, et aussi parce que tu avais ce but-là. Et ça, c'est vrai, tout ce que tu amènes là depuis tout à l'heure, en fait, c'est que on est aujourd'hui à une époque où il y a une crise spirituelle. La crise Mais spirituelle vraiment, amène ce manque de sens. Et vraiment. quand on parle de spiritualité, on parle pas forcément de religion, d'accord? On parle vraiment Tout à fait. de cette chose qui nous transcende et qui nous permet d'avancer, d'accord? Peu importe que tu sois croyant ou que tu ne sois pas, en fait, le fait d'avoir un but, quelque chose qui nous dépasse, ça peut nous permettre d'avancer. Pour moi, par exemple, comme je l'ai dit, c'est d'être reconnaissant vis-à-vis de Dieu qui m'a mis sur cette terre, qui m'a donné une mission. Et en fait, puisque c'est lui qui a créé l'humanité, mais en fait, moi, quelque part, je contribue également à cette Mhm, humanité qu'il a créée en apportant un peu plus de stabilité. Il y a des forces du mal, il y a des forces du bien. Moi, je le crois. Donc, moi, j'aimerais bien être parmi les forces du bien. mhm. Peut-être que pour d'autres, leur but est énorme, c'est, je sais pas moi, l'environnement, la terre, c'est peut-être les animaux, j'en sais rien. Mais tu as Mhm. quelque chose qui te dépasse et c'est pour ça, en fait, que tu veux avancer. Et tant qu'il n'y a pas ça, malheureusement, en fait, tu vas passer par des périodes qui vont être vraiment difficiles, où tu vas te perdre toi-même et où tu pourras tout perdre, notamment ta santé mentale. Tout à Et fait. c'est ça, en fait, c'est que cette crise spirituelle d'aujourd'hui, c'est ce qu'elle apporte, c'est que dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a quelque chose qui va pas, dès qu'il y a quelque chose de difficile qui est vécu, ils n'arrivent pas à se rattacher à quelque chose. Et je vais dire quelque chose. C'est Mhm. pas la vérité, ce que je vais dire. C'est une réflexion personnelle que je me fais, mais je fais une corrélation qui est complètement biaisée. Il y a pas, j'ai pas d'études. Ça se trouve, il y en a des études, hein, mais c'est moi qui fais ce petit lien. C'est le fait qu'il y a une crise de suicide aussi à notre époque. Il y a de plus en plus on constate qu'il y a de plus en plus de suicides aussi. Mhm. Est-ce que ce serait peut-être pas en lien justement avec ce manque de but, avec ce manque de Bah, connexion à quelque chose qui nous transcende? si, parce que t'as un lien direct avec le désespoir, en fait. Dans C'est ça. l'acte du Mm. suicide, t'as un lien avec la notion de désespoir. Ouais, Pardon. Et c'est justement ça. C'est quand on en arrive à un stade où il n'y a plus d'espoir du tout, et qu'on se rattache à ouais, plus rien du tout, qu'à ce moment-là, tu perds tous tes repères, tu perds tous tes piliers, et il te reste quoi? Il te reste de trouver c'est un ça. moyen de faire stopper ta souffrance, de faire stopper le problème que tu peux vivre. Ouais, Et c'est 100% ok. Je veux dire, si t'en arrives là, c'est ton choix, ça t'appartient et c'est ta vérité. Je veux dire, il y a ouais. personne qui a le On droit de dit pas que dire c'est bien, on dit que t'as pas c'est le droit ton de faire choix. ça. Ouais, C'est ça, c'est ça. c'est ton choix. Est-ce que c'était le seul? Non, c'était pas le seul, mais pour toi à ce moment-là, ça l'est. Pour toi, c'est Mm, le seul choix qui est disponible et tu peux pas faire autrement. Et mhm. une fois que tu comprends ça et que tu intègres ça, bah tu comprends en fait que ok, on peut en arriver là, mais pour différentes raisons. Et le lien que tu fais, je pense que ce lien-là, il est largement vérifiable. Et c'est très, très, très important dans cette optique de ce qu'on amène aujourd'hui, parce que là, on amène différents sujets, on fait le lien avec différents points, mais c'est de comprendre que de toute façon, quoi qu'il arrive, si t'as pas cet élément auquel tu peux te rattacher qui est au-dessus de toi, et encore une fois, religion, spiritualité, une cause, ce que tu veux, ça, c'est pas ça qui compte. Il y a pas un truc vrai et un truc qui est faux. C'est à quoi tu te rattaches, et que si tu fais partie d'un ensemble et que tu te rattaches à quelque chose de plus important, ben tu sais quoi, t'as beaucoup plus de chances, non seulement de passer à travers des moments qui peuvent être très difficiles, très délicats, mais passer au travers et progresser. Et de l'autre côté aussi, de prendre conscience que ça va t'ouvrir des opportunités et ça va te permettre d'aller beaucoup plus de l'avant et d'entretenir en fait ce qu'on appelle un état d'esprit du succès et de la réussite. Parce que Mm. sans être rattaché à un pourquoi profond, tu peux pas avoir de la persévérance.
Tu veux persévérer pourquoi? T'as pas de but qui te dépasse. Si Ouais. ça marche pas, c'est le seul feedback que t'as. T'as rien à te raccrocher derrière. Donc, si tu veux te dépasser, si tu veux te surpasser, si tu veux pouvoir persévérer face à l'adversité, rattache-toi à quelque chose de plus grand. Rattache-toi à un but supérieur. Parce que sinon, tu vas juste augmenter ton potentiel d'anxiété et de dépression, si t'es rattaché à rien. Parce que quand la vie est cool et qu'il n'y a pas de problème et qu'il n'y a pas de guerre dans le monde et qu'il n'y a pas de crise économique et que machin et que truc, c'est facile de dire que t'as pas besoin et que tout va bien. Tu fais ton boulot, tu rentres le soir, tu vas au bar, tu vas te chercher une bière, tu sors avec des potes, tu vas au cinéma, tu vas faire un bowling le week-end, tu vas promener les enfants dans la forêt la fin de semaine. Ok, c'est cool. La vie elle est chouette, ça roule tout seul. Sauf que de toute façon, il va se passer quelque chose dans ta vie. Ça va jamais rester comme ça. Il va toujours se passer quelque chose. Mais la question c'est est-ce que t'es prêt si jamais il doit se passer quelque chose. Ouais, exactement, Julien. Et d'ailleurs, tu parlais de Viktor Frankl, on en a déjà parlé plusieurs fois dans d'autres podcasts. Viktor Frankl, en fait, il a fait une étude sur les survivants des camps de concentration de l'Holocauste. Et en fait, ceux qui avaient un but plus grand, tel que la famille, leur mission, la foi ou autre, en fait, ils avaient plus de chances de survie. Et lui-même est un survivant de l'Holocauste. Il a vécu des choses qui étaient vraiment difficiles. Et regarde, en fait, tu vois, son but l'a amené aujourd'hui là où il est. Donc, juste de le comprendre, en fait, c'est que peu importe ce que tu traverses dans la vie, en fait, avoir une mission, un but, quelque chose qui te transcende, ça va te permettre de dépasser tout. C'est pas les médicaments qui vont te sauver. On dit pas que les médicaments sont mauvais, d'accord? Aujourd'hui, c'est vrai qu'on donne la médication à tout va dès qu'il y a un mal-être, sans parfois traiter les causes du mal-être. Je fais pas une généralisation. Je sais qu'il y a des professionnels qui font très très bien leur boulot et peut-être même c'est une majorité. Il y en a certains qui passent par la facilité et qui directement vont prescrire des médicaments plutôt que de traiter la cause et d'accompagner jusqu'au bout. Mais c'est comme dans tous les métiers, il y a des très bons, il y a des mauvais partout. Et en fait, c'est pas ça qui va régler le problème. Ce qui va régler le problème, c'est de travailler sur toi et justement d'aller trouver cette lumière, en fait, cette étoile polaire, en fait, que même quand tu vas être dans le flou, quand tu vas regarder au loin, tu verras quand même cette lumière au loin qui dira continue d'avancer. Et en fait, c'est là la direction que tu dois prendre. Donc, on est comme ça. Ça fait partie de notre nature que d'avoir quelque chose qui nous transcende depuis la nuit des temps. Et aujourd'hui, dans cette société matérialiste, malheureusement, on nous a coupé de cette chose qui nous a permis d'arriver jusqu'à là où on en est aujourd'hui. Toi qui nous écoutes, ça peut être important du coup de faire le point sur ta vie et de voir qu'est-ce qui pourrait, toi, te transcender. Quel est le but qui pourrait te permettre justement d'avancer et de te dépasser pour que tu puisses avancer de la meilleure manière. Alors peut-être qu'on va passer maintenant au troisième point, c'est la préparation mentale et physique. En fait, il va être important pour toi de te préparer mentalement et physiquement. Le physique, en fait, si tu te prépares mentalement mais pas physiquement, ça va pas être assez. Si tu te prépares physiquement mais pas mentalement, ça va pas être assez. Après, on peut dire que les choses vont de pair parce que quelqu'un qui va faire du sport, qui va s'entretenir physiquement, techniquement, il travaille son mental, mais les deux vont de pair. D'accord? Le corps, il influence notre esprit. Ça, on le sait, on en a déjà parlé. Le corps influence l'esprit et puis ça va influencer aussi notre mental, notre façon de réfléchir, etc. Donc, pour rappel, la physiologie, en fait, elle impacte l'énergie et la motivation. On a souvent parlé de l'index de computation, d'accord, en disant qu'en fait, notre posture, elle va influencer notre façon de penser, ce qui se passe dans notre mental, et ce qui est dans notre mental va influencer également nos émotions. Si tu passes par la posture, tu peux changer ton état général, d'accord, que ce soit émotionnel ou ce que tu penses, en fait, tes pensées. Donc ça va être un point important. Et il n'y a pas que la posture, mais la respiration, apprendre à bien respirer aussi peut être important. Tous, on est concernés. Moi-même, Julien, je sais que je respire pas toujours bien. Normalement, une bonne respiration, elle vient du ventre. On respire souvent en haut. En fait, ça va être important aussi de reprendre de bonnes habitudes à ce niveau-là pour pouvoir derrière impacter tout ton équilibre. Là, c'est effectivement plein de points que tu amènes ici et qui sont à prendre en compte. Notre physiologie, elle joue un rôle hyper important. Et là-dessus, en fait, il y a des exercices qui peuvent être super intéressants. Et je pense en particulier à l'exercice du priming, qui est en fait ce qu'on appelle un amorçage cognitif. C'est la préparation en fait de ton système. Alors, tu fais ça le matin, par exemple, quand tu te lèves. C'est de prendre un temps
de te concentrer sur ce qui te motive, sur ce qui compte le plus, sur ton pourquoi profond, sur le sentiment de gratitude, de te nourrir émotionnellement, de prendre une posture physique qui est aidante. Et là-dessus, on peut parler des études, par exemple, de Amy Cuddy, qui en 2010 avait sorti le Power Posing, qui était en fait de dire il y a des postures qui permettent de stimuler la production de testostérone en partie, pas que, mais qui augmentent justement toutes les hormones qui vont aller à l'encontre de celles qui sont produites en état de stress et d'anxiété pour justement renforcer notre présence, renforcer notre équilibre, renforcer aussi par le même coup notre système immunitaire. Et du coup, ça joue sur plein de choses. Donc, travailler sur ta posture, travailler sur ta manière de te tenir les épaules en arrière, la tête redressée, le dos bien droit, les pieds bien ancrés au sol, de respirer avec le nez. Tu parlais de la respiration, Samir. La respiration avec le nez est super importante parce qu'on se dit que je respire par le nez ou par la bouche, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Un truc tout bête, par exemple. Quand tu respires avec la bouche, ça déforme ton visage. Ouais, j'avais vu ça récemment. Ça déforme ton visage et ça peut amener plein de problèmes de santé quand tu vieillis, que tu n'auras pas si tu respires par le nez. Et un autre point qui est intéressant, c'est que les échanges gazeux qu'il y a dans ton organisme quand tu respires par le nez, quand tu respires par la bouche, c'est pas la même chose. En fait, quand tu respires par la bouche, tu augmentes le risque d'inflammation des problèmes déjà existants dans ton corps. Quand tu respires par le nez, en fait, tu produis ce qu'on appelle du monoxyde d'azote. Et le monoxyde d'azote, c'est un anti-inflammatoire naturel. Fait que juste le fait de respirer par le bon trou, ça peut aider ton système à bien fonctionner. Donc, ta posture, ta manière de procéder, le temps que tu prends le matin pour te nourrir, connecter, renforcer ce que tu vis positivement, te concentrer sur ce que tu as envie d'avoir, tout ça, en fait, on peut se dire, c'est des méthodes de gourous, c'est des méthodes de gens qui planent, c'est des gens qui ont déjà le compte en banque qui est déjà plein, donc ils s'en foutent, ils ont le temps le matin de faire ça. Mais en fait, non. S'ils le font, c'est pas parce qu'ils ont le temps de le faire, c'est parce qu'ils prennent le temps de le faire. Et ils prennent ce temps-là parce qu'ils savent que c'est important. Et ils savent que s'ils arrêtent de faire ça, leur performance, elle va aller en diminuant. C'est un peu comme si tu disais à un sportif, regarde, ça fait 10 ans que tu t'entraînes, t'as plus besoin d'aller t'entraîner, là, tu vas la gagner ta compète. Fait que prends 6 mois de vacances, puis ça va aller. Quand tu vas aller faire ta compète, si tu t'es pas entraîné pendant 6 mois, tu vas voir que tu vas te faire ramasser. Même si ça fait 10 ans que tu fais ce sport-là. Fait que c'est exactement pareil, c'est entraîner ton système. Entraîner physiquement, mentalement, émotionnellement, parce que si tu ne prends pas ça en charge, il va pas se passer grand-chose. Tu vas pas réussir à avancer comme il faut. Il y a un autre élément, du coup, qu'on peut aussi peut-être nommer ici, c'est John Barr, en 2008, qui a sorti justement Priming and Social Behavior. Et en fait, il a fait une expérience là-dessus, avec du café chaud et du café froid. Et en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il servait du café chaud à certaines personnes, du café froid à certaines personnes, et un élément, finalement, de l'environnement aussi petit que je me fais servir un café à la bonne température ou un café qui est refroidi, va impacter la manière dont je vais me comporter, la manière dont je vais réagir, et comment est-ce que mon cerveau va se primer, va se programmer pour avancer pour la suite. Et c'est le truc tout con. Je suis sûr que tu as déjà fait cette expérience de tu t'es levé le matin, il y a un truc qui a pas marché. Tu as commencé à t'énerver dessus. Tu as renversé ta tasse de café, tu t'es énervé dessus. Ta voiture elle s'est pas ouverte du premier coup, le bouton ça marchait pas, t'as appuyé, t'as fait tomber tes clés, t'as perdu ta pile, peu importe. Et en fait, tu t'es juste programmé sur ton début de journée à ce que ta journée soit totalement dégueulasse. Et c'est pas tant ce qui s'est passé dans ta journée, c'est la manière dont tu t'es programmé toi et comment t'as primé ton système, d'accord? Tes stratégies cognitives, c'est quoi que t'as activé de bon matin. Donc si tu fais attention à te préparer dans ta tête et dans ton corps, physiquement et mentalement et émotionnellement, pour que les choses se passent dans les meilleures conditions possibles, alors c'est ce qui va se passer. Tu vas savoir réagir, tu vas savoir t'ajuster, tu vas savoir aller chercher les résultats que tu as envie d'avoir. Et là, je pense du coup à Pauline Merjanov, qui est une de nos étudiantes et qui est spécialisée dans la préparation mentale pour les sportifs de haut niveau et pour les sportifs vraiment qui font des compétitions, qui vont aller chercher des médailles, qui vont aller chercher des trophées, etc. Et elle est vraiment positionnée sur cette question du
mentale et de la préparation mentale, justement, à la performance et à la réussite dans le domaine sportif. Eh ben, elle travaille là-dessus. Elle dit, ok, tu te prépares physiquement, t'as tes entraînements, tu t'entraînes, tu pratiques tout le temps, mais ta tête, qu'est-ce que t'en fais? Qu'est-ce que tu mets en place? Donc c'est vraiment voir qu'il faut s'occuper de l'ensemble. C'est préparation mentale et physique. Tout à l'heure, Samir, tu nommais le fait que si tu fais du sport ou de l'activité, tu vas naturellement travailler sur ton mental. Alors oui, ça va impacter, mais l'inverse ne va pas forcément être vrai. Et c'est important de prendre les deux. Parce que si tu soulèves de la fonte juste pour dire j'entraîne mon corps, peut-être que la prochaine épreuve qui va se présenter à toi, c'est pas une épreuve physique, mais c'est une épreuve émotionnelle et psychologique. Ouais, c'est vrai. Et donc en fait, si t'es pas prêt mentalement, s'il se passe quelque chose qui vient te challenger dans tes émotions ou dans ton mental, dans ta psychologie, tu vas te retrouver en petite boule, comme une pauvre petite chose, en train de pleurer sur le coin du trottoir, même si t'es baraqué et que tu passes pas les portes tellement t'as de muscles. C'est vrai. Alors oui, c'est sûr que si t'es prêt mentalement et intellectuellement, psychologiquement à affronter des défis, mais que demain tu dois soulever un truc qui est super lourd pour pouvoir sauver ta vie, si t'as pas un pet de muscle, on s'entend que c'est pas parce que tu seras prêt émotionnellement que tu vas t'en sortir beaucoup plus. Mais et encore que, tu trouveras très certainement des stratégies, des solutions, des solutions, des opportunités pour justement avancer. Mais vraiment de comprendre que c'est ces deux piliers-là, puis de toute façon c'est des piliers essentiels de notre bonheur et de notre épanouissement, faut s'occuper des deux. On peut pas laisser l'un prendre le dessus sur l'autre, c'est important d'être préparé de toute façon, à tous les niveaux. Totalement. Alors peut-être que du coup t'as dit énormément de choses et je pense que c'est bien compris de la part de nos auditeurs. Du coup on passe au point 4, l'influence et la connexion avec les autres. Ouais. On l'a souvent dit, l'être humain c'est un animal social, il a besoin des autres, d'accord ? Il peut pas se débrouiller tout seul, il peut se débrouiller seul, d'accord ? Mais il a besoin au bout d'un moment, à un moment ou l'autre, des autres pour pouvoir avancer. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites comme ça sur ce sujet-là et qui ont montré par exemple que le fait d'être à l'isolement, d'être isolé, va provoquer une dégénérescence, par exemple, notamment au niveau du cerveau. Donc voilà, il y a de plus en plus d'études qui sont en train de se faire sur ce sujet-là. Juste de garder à l'esprit que, tu vas avoir besoin des autres, mais en plus, justement, dans tes interactions avec les autres, c'est quoi la clé de nos interactions avec les autres? C'est quoi l'interface qui permet de le faire? C'est la communication. C'est le fait de parler. Donc la communication, elle peut être différente. Elle peut être verbale, mais elle peut être aussi non verbale. Et le non verbal, c'est la posture. C'est ce que tu dégages. D'accord? Et là, ça vient rejoindre ce que tu as dit juste avant, Julien. Comment notre physique va influencer aussi notre bien-être à nous. Mais en fait, ça peut aussi influencer ta connexion avec les autres, comment les autres vont te percevoir. Ouais. Donc, ça va être un point important aussi, de faire attention à ça, parce que, en fait, ta posture, ton langage non verbal sont un peu comme un miroir, d'accord ? Il y a une espèce de comment ça s'appelle, d'échange qui se fait. On parle de mirroring, Julien. Donc, le matching et le mirroring. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on enseigne à nos étudiants avec la synchronisation. Lorsqu'on parle de synchronisation, comment te synchroniser avec ton client. Tout à fait. En fait, le fait de se synchroniser avec la posture de l'autre, son langage non verbal, son langage également verbal, ça va créer un sentiment de sympathie. Pourquoi ? Parce que l'autre, en fait, lorsqu'il te regarde, qu'est-ce qu'il va voir ? C'est un peu comme s'il se perçoit lui-même. Et ça amène du changement. D'accord ? Ça amène du changement et ça amène de l'attachement. Ça amène de la sécurité, en fait. Donc, juste de le comprendre, ta posture, ton langage non verbal vont influencer tes connexions avec les autres. Alors, je suis parti un peu loin, Julien, j'ai expliqué justement l'importance de toutes ces choses-là. Mais vraiment, de le garder à l'esprit, c'est que toi, tu agis comme un miroir pour l'autre. Et je suis sûr et certain que si tu regardes autour de toi, les personnes avec qui tu matches le plus, c'est des personnes qui, certainement, dans leur langage non verbal et leur langage verbal, il y a des similitudes. Et dès qu'une personne, elle est totalement différente, il y a une espèce de mismatch qui se crée, comme une déconnexion. C'est quand tu prends deux appareils, donc tu prends par exemple deux téléphones, pour pouvoir communiquer ensemble en Bluetooth, ils se mettent sur la même fréquence. Dès que la fréquence elle est perdue,
il y a des connexions. Ben, en fait, c'est la même chose entre toi et les autres. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs là-dessus, comme tu le disais, c'est des éléments que nous on enseigne finalement à nos étudiants, parce que dans le cadre de notre métier de coach et de la relation d'aide de manière globale, le matching et le mirroring, qui sont beaucoup enseignés en PNL et en vente d'ailleurs aussi, c'est très utilisé en vente. Ces deux éléments-là permettent d'augmenter considérablement la qualité de la relation. Parce qu'en fait, il y a des études qui ont été faites, et il y en a une en particulier qui est super intéressante, qui date de 1999, qui est l'étude de Chartrand et Borg, l'effet caméléon. Et en fait, l'effet caméléon, ce qu'ils ont voulu déterminer dans cette étude, c'est de vraiment comprendre que il y a quelque chose qui se produit à l'intérieur de nous, de notre système, que quand on a une personne en face de nous qui reprend nos mimiques, nos gestes, notre attitude globale, notre posture, notre rythme de parole, notre vocabulaire, quand on fait cet effet de miroir, eh bien, on est perçu et considéré comme étant tout de suite beaucoup plus sympathique. Fait que cet effet caméléon, il est très important, parce que si tu veux réussir dans ta vie, il y a une règle qu'il faut que tu apprennes par cœur, c'est que tu ne réussiras jamais tout seul. Jamais tout seul. Tu auras forcément besoin de quelqu'un. Parce qu'il y a quelqu'un qui va t'apprendre quelque chose. Parce qu'il y a quelqu'un qui va te mettre sur le droit chemin. Il y a quelqu'un qui va créer une connexion, qui va te donner des contacts, qui va te permettre de découvrir, de faire, de modifier quelque chose. Et c'est grâce à la somme de toutes ces personnes qui vont t'apporter des choses que tu vas pouvoir réussir. Et les gens qui réussissent, il y a personne qui réussit tout seul. Et ceux qui se disent « Ah non mais moi de toute façon j'ai réussi tout seul, il y a personne qui m'a aidé ». C'est faux. Il y a des gens qui t'ont aidé, il y a des gens qui t'ont appris, il y a des gens qui t'ont montré, que ce soit par leurs écrits, par leurs vidéos, par leurs podcasts, par observation, par leur éducation, par leur partage, ils t'ont forcément apporté quelque chose. Et l'idée c'est que si tu comprends l'intérêt de travailler ta capacité, comme tu disais Samir, de communication, de connexion aux autres et de créer cet effet miroir, en fait, tu vas synchroniser ton langage corporel, tu vas synchroniser ton langage parlé, tu vas synchroniser tout un tas d'éléments qui va favoriser chez ton interlocuteur le sentiment de respect, le sentiment d'appréciation, le sentiment de sympathie, et qui va justement renforcer les connexions. Et tu vois, c'est marrant parce que ce matin, je suis tombé sur un partage sur la plateforme sociale de LinkedIn, et était mis en avant justement un ancien psychologue qui a développé une activité commerciale dans un autre domaine, et qui expliquait pourquoi il arrivait à obtenir des deals professionnels en concurrence des autres compagnies qui font la même chose que lui, avec des tarifs 2 fois plus élevés que ses concurrents, et qui remportait quasiment systématiquement tous ses appels d'offres. Okay. Et en fait, il disait, bon, il y a la qualité du service, il y a ce que j'offre, etc., mais je suis quand même 2 fois plus cher que mes concurrents. Et en fait, il disait que dans son process, il applique le mirroring dans toutes ses rencontres, et il applique le mirroring dans tous ses écrits. Ce qui fait que quand il y a plusieurs propositions, et qu'il lise la proposition de cette personne, alors oui, c'est 2 fois plus cher. Mais dans le discours, ce qui est noté, ce qui est marqué, on a un capital sympathie qui est activé par le process de mirroring. Et justement, si tu apprends toi à développer ces aptitudes comportementales, d'adapter subtilement le langage corporel de l'autre, d'adapter subtilement ton discours, ta vitesse de parole, le vocabulaire que tu utilises, les images mentales, les métaphores que tu utilises, pour que ce soit en lien avec la personne qui est en face de toi, tu renforces la confiance et tu renforces le niveau de connexion. Et qui dit confiance et connexion, dit que tu as plus de chances de faire des affaires, tu as plus de chances de vendre, tu as plus de chances de convaincre, tu as plus de chances d'avoir des résultats. Et on le sait très bien, le réseau, et d'ailleurs il y a cette expression que j'aime beaucoup, ton network, c'est ton net worth. Donc en anglais, le network, c'est ton réseau social, c'est les personnes qui t'entourent. Et quand on parle de net worth, c'est ta valeur nette.
Et souvent, on parle de valeur nette en termes de c'est quoi les biens que tu possèdes, c'est quoi l'argent que tu as sur ton compte, c'est quoi les actions que tu possèdes, etc. Et en fait, cette expression nous dit que ta valeur propre, elle est directement corrélée à ton réseau. Et si tu apprends justement à connecter et à influencer de la bonne façon, tu vas augmenter tout simplement ta valeur. Et si tu augmentes ta valeur et ton réseau, tu vas augmenter tes chances de pouvoir atteindre les résultats que tu souhaites. Ouais. Super intéressant, Julien. Effectivement, avec le net worth que tu as dit là, juste là maintenant. Donc, je pense que c'est un point qui est clair maintenant sur la synchronisation. Je pense qu'on a déjà fait aussi des podcasts. En fait, il y a des points sur lesquels on revient petit à petit comme ça, parce que c'est des points qui sont intéressants et qui reviennent souvent. Et Julien, il y a des points, en fait, si tu veux, qui gravitent autour de cette systémique du bonheur et qui reviennent et qui reviendront tout le temps. Absolument. C'est aussi pour ça. C'est des piliers qui sont importants. C'est des piliers, ouais. Donc, c'est pour ça que ça revient. En tout cas, pour certaines choses, il y a des choses qui reviennent. Et peut-être on va finir avec la dernière. C'est un point sur lequel on a déjà discuté, mais sur des podcasts un peu plus longs, la discipline. Donc, la discipline, c'est un excellent allié au quotidien. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de constance et de répétition dans ce que tu fais, malheureusement, si tu veux, il y aura pas de réussite. Pourquoi? Parce que nous sommes la somme de ce que nous faisons, en fait, au quotidien. Et tout ce que tu fais avec répétition, avec constance, va finir par devenir une habitude à un moment ou l'autre. Nos habitudes sont la conséquence de répétition. Et pour répéter, il faut être constant. Si t'es pas constant, tu vois, tu vas faire quoi? Ok, j'ai envie de commencer à lire des livres. Tu vas lire quoi? Tu vas lire peut-être 1 ou 2 livres par an, une fois tous les 3-4 mois. Ok, c'est intéressant, tu vois. Mais par contre, si demain, tu te mets à dire, écoute, je vais commencer peut-être plus à lire 5 pages par jour, c'est le strict minimum que je peux faire, 5 pages par jour. En fait, ça va devenir une habitude sur le long terme, au point où, en fait, chaque année, tu liras certainement plus que 1 ou 2 livres, parce que c'est devenu quelque chose qui est important pour toi. C'est quelque chose auquel tu vas prendre du goût également. Et en plus, ça va avoir un impact sur ton cerveau de façon durable, parce que tu lis tout le temps. Et d'ailleurs, il y a pas très longtemps, j'avais écouté plutôt un livre audio de Fabien Olicard. Alors non, c'était pas dans le livre. Ça, c'était c'est dans son nouveau livre en fait qui parle de ça. Donc c'était dans une de ses vidéos où en fait il avait parlé justement d'une des choses qui pouvaient permettre d'éviter nos troubles de l'attention en fait. Et il avait dit que l'une des activités qui pouvait nous permettre d'éviter ça, c'était la lecture. Et que si on commençait à se mettre à lire tous les jours, un petit peu, en fait, on va petit à petit reprogrammer notre cerveau pour regagner en fait notre attention. Mais comment tu peux faire pour y arriver? Il faut de la constance. Si tu lis un livre tous les 3-4 mois, ça va pas avoir d'impact. D'ailleurs, ce qui fait que tu es addict aussi aux réseaux sociaux et qu'en fait tu vas commencer à penser différemment, c'est ta constance justement sur les réseaux sociaux. Tu vois. Complètement, parce que ceux qui disent qu'ils n'ont pas de discipline et qu'ils n'ont pas de constance, si, en fait, t'en as. T'en as pour les réseaux sociaux. T'en as sur d'autres sujets. Tu t'en rends pas compte, mais c'est souvent parce qu'on a l'impression que la discipline, faut que ce soit un truc, tu sais, c'est la torture. T'es à l'école, c'est la discipline, faut te tenir aux règles, faut pas parler, faut écouter, faut faire ce qu'on te demande. Mais la discipline, c'est pas ça. La discipline, c'est de l'amour propre. C'est faire les choses qui sont importantes pour toi, qui sont des signes d'amour envers toi-même, de respect envers toi-même. Et qui, oui, certes, sont pas toujours évidentes. Mais quand tu te dis, ok, là, je vais faire attention à l'heure qu'il est, je vais aller me coucher parce que je vais pas me coucher à 2h du matin, sinon je vais être fatigué demain, c'est de la discipline. Mais tu le fais pas parce que tu veux te faire souffrir, tu le fais parce que tu veux te respecter, tu veux t'apporter du positif. Pareil, quand tu te dis, je vais manger correctement ce soir, là, j'ai pas très bien mangé dans la journée, je vais faire plus attention ce soir. C'est de la discipline. Tout ça, c'est de la discipline. D'aller te brosser les dents tous les soirs avant d'aller te coucher, c'est de la discipline. Te laver les mains avant de manger, c'est de la discipline. C'est peut-être des trucs où tu te dis, non, c'est facile, c'est une évidence. C'est de la discipline. Ouais. Et tu peux tout discipliner comme ça. Et ta vie, elle va pas devenir chiante parce que tu vas tout discipliner. Au contraire, ça va te donner de la liberté, ça va te donner plus de facilité, tu vas aller plus vite, tu vas aller plus loin. C'est que du bonus, en fait, ce qui va ressortir de ça. C'est vrai. Ouais, d'ailleurs, je réappuie sur ce que tu as dit. Comme ça, toi qui nous écoutes, vraiment, tu le gardes en tête. C'est que la discipline, t'en as aujourd'hui, mais t'en as dans tes mauvaises habitudes au quotidien. Si tu manges de la merde tous les jours, si tu manges du sucre tous les jours, c'est de la discipline, mais pour la mauvaise chose, tu vois. Donc, en fait,
c'est que tellement tu as pris l'habitude de le faire, qu'est-ce qui se passe? Ton cerveau, il va réorganiser son fonctionnement, il va réorganiser ses connexions également, ce qui fait Tout à que fait. par la suite, aller manger du chocolat, aller manger de la merde, ça devient très facile pour lui. C'est comme, il y a un algorithme en Complètement. fait, c'est un algorithme. Donc en fait, le truc, c'est que ce qui va être intéressant pour toi aujourd'hui, ça va être de rediscipliner ton cerveau et ton système, mais pour des choses qui, eux, vont être bénéfiques pour toi. Et certes, c'est difficile, mais par contre, faut savoir que l'issue, elle est salutaire pour toi. Ouais, D'accord? Elle va être complètement. salutaire, elle va être très bénéfique. Et tout ce que tu vis aujourd'hui, peut-être qui sont pas en accord avec toi, qui t'amènent de la souffrance, de l'insatisfaction, en fait, si demain tu te donnes cette discipline-là, en fait, tu vas tout changer du tout au tout du jour au lendemain. Enfin, quand je dis du jour au lendemain, ça prend du temps. Mais le truc, Oui, c'est oui, qu'à partir du mais moment où tu c'est passes ça. ce seuil, ça va se faire du jour au lendemain. Ouais. Ouais, Voilà. complètement. Fait que ça, tu vois, c'est un point que tu amènes ici et il y avait deux éléments peut-être qu'on pourrait partager ici, Samir. Il y avait l'ouvrage de James Clear de 2018 qui s'appelle Atomic Habits. Ouais. Donc, c'est les micro-habitudes, en fait. Et ces micro-habitudes, en fait, dans son livre, il explique bien que le but, c'est pas de tout changer d'un seul coup. Le but, c'est d'installer en fait des petites choses et de maintenir ce changement et de le répéter. Et il parle du 1% chaque jour. Et ça, c'est vrai que c'est une stratégie que nous, on utilise et qu'on donne à nos clients et qu'on donne à nos étudiants. Ce fameux 1% par jour, parce que on aime bien poser la question à chaque fois, d'après toi, si tu améliores de 1% par jour pendant un an, donc pendant 365 jours, combien d'améliorations tu as? Et parfois, le premier réflexe qu'on a, c'est de se dire, en fait, je vais avoir 365%. Donc un peu plus que 3 fois d'amélioration. Mais en fait, c'est un effet composé. C'est-à-dire que chaque jour, tu rajoutes 1%. Donc c'est 1% en plus du 1% qui était déjà présent le jour d'avant et celui d'avant. Et en fait, au total, ça te donne 3778% d'augmentation. Donc c'est pas 3 fois plus, c'est plus de 37 fois plus, c'est presque 38 fois plus de résultats avec du 1% par jour changé dans tes habitudes, plutôt que d'essayer de changer un gros morceau. Donc ça, James Clear avec ses micro-habitudes, ses Atomic Habits, et justement, ça permet de faire ça. Et il y a un autre élément qui est souvent partagé et qui est une stratégie. Alors, on n'aime pas. En attendant, ça a quand même son effet. C'est ce que l'homme de glace en fait enseigne. Alors c'est Wim Hof, peut-être que tu as déjà entendu parler de lui, et qui en fait met vraiment en avant tous les bénéfices de mettre son corps en contact avec des températures très froides. Et là, prendre une douche froide, te mettre dans des bains d'eau glacée, bien tout ça, ça va contribuer en fait à ce que ton système non seulement déploie de meilleures hormones, que ça circule mieux, que ça fonctionne mieux, que tu aies les idées plus claires, que ton corps soit en plus grande forme, que tes défenses immunitaires soient vachement plus avancées. D'ailleurs, il y avait un YouTuber qui a fait une expérience comme ça, où vraiment il est parti du principe de couvre-toi, sinon tu vas attraper froid. Et il s'est dit, est-ce que c'est vrai que si jamais je me couvre pas, je vais attraper froid? Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a passé plusieurs hivers où vraiment il faisait très froid, et il était en short et en t-shirt. Alors il avait bottes, bonnets, gants, parce que c'est sur les extrémités que c'est très problématique, le froid, donc on fait attention, mais sinon le reste, il était pas couvert. Et il est tombé vachement moins malade, voire même pas malade du tout, comparé aux autres années où il était couvert de la tête aux pieds pour pas avoir froid, et justement, il tombait plus facilement malade. Et Wim Hof, c'est vraiment cette dynamique-là qu'il met en avant, où il explique en plus que si tu prends finalement le lead sur la réaction de ton corps qui dit « Oh non, non, je veux pas y aller, c'est désagréable, le froid, non, non, je veux du chaud », et en fait, en forçant ton corps à vivre cette expérience-là, tu vas pas le traumatiser, mais tu vas gérer justement ton mental, tu vas gérer et tu vas développer cette discipline et cet engagement qui va avoir une répercussion directe sur ton quotidien, sur tes habitudes de vie, sur ce que tu vas faire, sur comment tu avances, comment tu progresses. Donc si jamais ça t'intéresse, tu as le livre de James Clear sur les micro-habitudes et tu as aussi les travaux de Wim Hof.
Alors, je pense qu'il a un bouquin, il a un programme en ligne aussi. Tu retrouves des vidéos sur YouTube. Justement, tu cherches The Iceman, donc l'homme de glace, et tu vas trouver plein de ressources justement à propos de ça. Il y a aussi The Scatman. Mais bon, ça c'est pour c'est une autre référence. Donc pour ceux qui sont de la bonne époque, je pense que vous aurez le clip en tête. C'est lui qui avait un super pantalon un peu baggy avec des rayures de tigre ou un truc comme ça. Est-ce que c'était lui qui moi je me rappelle d'un vieux, je sais pas pourquoi. Ouais, tu te rappelles d'un vieux? Une personne un peu âgée, mais peut-être c'est ça, ouais. J'ai l'impression qu'il avait un espèce de pantalon un peu bouffant, un truc une espèce de tissu un peu satiné là, c'était. Ouais, ça doit être ça. Alors ouais, parce qu'il je me rappelle du temps, mec avec sa moustache. Il y avait un style vestimentaire qui était assez particulier sur cette période-là. C'était drôle. Oui, c'était très drôle. Il y avait des ratés au niveau de la mode, je pense. Mais c'était drôle. Ouais, c'est ça. Mais ça revient apparemment, ça revient à la mode oui, l'ancien. Oui, ça a l'air. Il y a des cycles. Le rétro. Donc c'est drôle. En tout cas, ouais, pour se recentrer, on a fini ce podcast avec les 5 points. Merci Julien justement pour les trucs que tu as amenés, comme Atomic Habits, qui est un livre central. Vraiment, si tu l'as pas lu, c'est important de le lire. The Iceman, que j'ai pas lu, effectivement. C'est pas un livre que j'ai encore lu, mais je suis un adepte. Alors, j'étais un adepte de douche froide. Soyons honnêtes, ça fait un petit moment que j'ai arrêté, mais j'ai été un adepte des douches froides, même en hiver. C'était même en hiver, tout le temps, froide. Et je peux effectivement dire que ça m'avait apporté beaucoup de bonnes choses. C'était plus un défi que quelque chose que je voulais faire tout le temps. Je me suis donné un défi de le tenir sur la durée. Et j'ai réussi à le faire. Je crois que j'ai gardé ça pendant 5 mois. Puis après, je suis tombé malade, donc j'ai arrêté un petit peu, tu vois. Mais en fait, le truc, c'est que ça me donnait un coup de boost dès le matin. Ça a des effets positifs, comme tu dis, la noradrénaline, etc. Donc, et puis surtout, ça permet, encore une fois, de développer cette constance. Et moi, c'était pour ça que je l'avais fait. C'est vraiment pour ma discipline. C'était soit de prendre une douche froide directe, et souvent je la mettais direct en fait. Tu sais, je passais pas par le chaud, et puis après je réduisais. J'y allais en mode, tu sais, on m'entendait chanter, on m'entendait crier. mais voilà, c'est une bonne expérience en tout cas que j'avais eue à l'époque. Ouais. Mais c'est ça en fait, le truc, c'est que ta discipline va être importante. On te demande pas, tu sais, prends 2 ou 3 choses qui sont importantes pour toi et concentre-toi sur ça. Et le truc, c'est qu'au fur et à mesure du temps, ça va avoir des effets bénéfiques, ça va créer des habitudes qui vont rester sur le long terme, et tu pourras, si tu le souhaites, passer sur d'autres habitudes. Donc peut-être, Julien, on va refaire un petit rappel rapide de tout ce qu'on a dit. Le premier, on disait que l'incertitude, c'est une réalité, et que nous, notre devoir... En fait, l'incertitude, ça fait partie de la vie. C'est des choses qui sont hors de notre contrôle, et ça fait partie des règles de la vie, d'accord ? Par contre, nous, notre super pouvoir face à l'incertitude, c'est l'adaptabilité. Ouais. C'est de s'adapter au quotidien de façon intelligente. D'accord ? Le deuxième point, c'était le fait d'avoir un but noble, parce que en fait, avoir un but, quelque chose qui nous transcende, ça nous permet de développer notre résilience et également du coup notre adaptabilité. Tu vois, ça va en cascade. Le troisième point, c'était la préparation physique et mentale, parce que forcément ça va être important aussi et ça va avoir une influence sur ta motivation. Le cinquième, la connexion avec les autres, et ça va passer par la posture et l'énergie. Et le dernier, la discipline et la répétition qui vont forger ton excellence. Et en fait, ce cinquième point, c'est un peu comme la cerise sur le gâteau. D'accord ? C'est ce qui va venir comme consolider tout le reste. Eh ben, c'est parfait tout ça. Merci Samir pour ce rappel de points. Donc toi qui nous écoutes, maintenant tu en sais un peu plus sur ce qui fait qu'il y a des personnes qui réussissent mieux que d'autres, qui progressent mieux que d'autres, qui ont de meilleurs résultats que d'autres. L'idée, c'est bien évidemment pas de se comparer, plutôt de regarder qu'est-ce qui est déjà en place dans notre vie et sur quoi on peut travailler. Le plus important, c'est pas la distance que tu as à parcourir, c'est plutôt de savoir d'où est-ce que tu pars et de commencer à poser des actions. C'est ça qui est le plus important. Donc choisis ton terrain de bataille, puis lance-toi, applique, vas-y progressivement et tu verras que ça ne peut t'amener que de l'amélioration, peu importe le domaine qui va être impacté justement avec ça.
Donc là, tout de suite, moi, je vais avoir une question pour toi. C'est quelle est ta routine à toi pour rester aligné et performante? Donc, n'hésite pas à nous marquer ça en commentaire. Et comme d'habitude, on va t'inviter à liker, commenter, partager, faire passer le message autour de toi. Et puis, si t'es pas déjà abonné à notre podcast, c'est le moment de cliquer sur s'abonner, la petite cloche, rejoindre la chaîne YouTube si tu regardes tout ça sur YouTube. Et si tu es sur une plateforme de podcast, eh bien, tout simplement de l'ajouter au podcast que tu écoutes déjà pour que chaque semaine, tu puisses toi aussi découvrir un nouvel épisode. C'est ça. Et puis bientôt, on a cette surprise. Ça va venir, hein, Julien? C'est ça, on y travaille. Donc ça tu va. t'abonnes à YouTube, sinon tu ne seras pas au courant. Voilà, moi je vais t'inviter à croire au maximum en ton potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour. N'oublie pas non plus à quel point t'es magique et que t'as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on se dit À la prochaine.